Salut les devins, c'est Saikyo, bienvenue dans ma review du chapitre numéro 77 du manga Dragon Ball Super. Et ces quelques jours de latence avant la publication de ma vidéo m'ont permis de pouvoir y réfléchir encore plus, peut-être même que d'habitude, et de faire l'état des lieux en fait de ce que ce chapitre avait pu me procurer après sa lecture. Parce qu'en fait, en l'ayant terminé, j'étais pas en train de sauter au plafond de joie parce que c'était une masterclass ou quoi que ce soit, j'étais pas non plus du tout, mais vraiment pas du tout, dans le dégoût parce que le chapitre était mauvais ou quoi, mais je me demandais en fait ce qui pouvait me faire ressentir, et là, en ayant pris le temps de la réflexion, j'en suis tout simplement arrivé à la conclusion que ce chapitre numéro 77 m'avait procuré du soulagement. Le soulagement d'avoir ce que Dragon Ball Super peine à nous fournir assez souvent. Le soulagement d'avoir ce que l'arc précédent, l'arc Moro, ne nous a pas du tout fourni. Le soulagement d'avoir ce que je craignais que l'arc Granola ne nous fournirait jamais. À savoir un début, un commencement de lore, de passé, de fond d'histoire. Comprendre pourquoi aujourd'hui tous ces personnages en sont là. On n'est plus dans le cadre d'une bataille simple, bête et méchante, mais il y a une explication, il y a un fil rouge à l'histoire de Dragon Ball Super et en particulier de cet arc. Et ce soulagement, je préfère le préciser, ne provient pas de la présence de Bardock. Bardock est la cerise sur le gâteau, si vous voulez, et c'est très intelligent, je trouve, de l'avoir mis au cœur de cette histoire-là, en tout cas au cœur du passé de l'histoire, mais c'est plutôt la construction générale de ce chapitre qui est un vrai soulagement. Avec ces récits du passé, avec ces flashbacks qui étaient réellement nécessaires, parce qu'on vient consolider l'histoire des Saiyans, et on est toujours preneur sur ces points, mais surtout, on est en train d'étoffer l'histoire de l'arc dans lequel nous évoluons en ce moment. On en sait beaucoup plus sur les Céraliens, sur leur génocide. Il y a beaucoup de questions que j'avais pu soulever dans mes précédentes vidéos qui ont été résolues, comme par exemple pourquoi est-ce que les Céraliens se sont fait avoir si vite, parce qu'ils étaient en petit nombre, on nous explique. On en apprend plus sur la relation Céralienne-Namek, on comprend encore mieux que les Namek ne sont pas forcément issus de la planète Namek, comme ça avait été dit dans le précédent chapitre. On arrive à avoir une sorte de préquel au film Dragon Ball Super Broly avec les Saiyans, Leak et Taro de l'escouade de Bardock qui ont été reliés ici. On comprend mieux la place de Bardock au sein de cet escadron, on sent qu'il est respecté. Et ça se voit directement à la manière dont ses coéquipiers lui parlent, s'adressent à lui et la posture qu'ils ont vis-à-vis de lui. On va dire qu'à l'intérieur de cette basse classe, il était à un niveau un petit peu plus élevé de respect. La menace, on l'a présentée déjà, mais pour les prochains chapitres, elle est encore plus en train de s'affirmer en les hitters. Donc en fait, beaucoup de réjouissement et surtout de soulagement. Et en plus, on va pas s'en plaindre parce que ce chapitre-là, je l'ai trouvé vraiment super bien dessiné. Il y a toujours quelques tares de la part de Toyotarou sur son découpage. Il y a toujours des cases superflues, on va pas se le cacher. Mais il y a aussi de beaux efforts de mise en scène. Il y a parfois des cases beaucoup plus grosses, parfois une pleine page. Donc même si quelques vieux démons en matière de dessin de mise en scène de Toyotarou sont là, on sent qu'il y a encore eu un niveau de progression, encore un cap qui a été atteint et ça fait toujours du bien. Vous me direz de votre côté en zone commentaire bien sûr, mais j'ai trouvé que l'histoire des Céréaliens, des Saiyans, de l'armée de Freezer était très crédible en fait. Je me suis pris à ce récit-là, j'aurais aimé même le voir être développé plus, et d'ailleurs c'est une de mes attentes pour la suite parce que j'ai l'impression que le flashback sur Bardock et autres n'est pas terminé dans le chapitre 77, mais que le 78 ou peut-être un autre, allez savoir. Peut-être qu'on va avoir une pause dans les flashbacks et qu'on y reviendra plus tard par le biais des hitters ou je ne sais qui ou même du point de vue de Freezer, allez savoir. Mais j'ai l'impression qu'on va y revenir sur ces points-là, sur ces points du passé et je l'espère de tout cœur parce que j'ai la sensation que cette histoire ouverte n'est pas encore totalement terminée. Mais en tout cas, beaucoup de crédibilité, beaucoup d'émotion, beaucoup de sincérité s'est dégagé de ces pages, c'est ce que j'en ai ressenti. De la manière de dépeindre le récit de Granola, de recoller les morceaux par rapport à son cauchemar. Et on comprend pourquoi il s'arrêtait au moment où il visualisait Bardock en Ozaru. Du soin a été apporté à quelques détails comme le fait que les Céraliens ont détruit la Lune. Donc en fait, il y a eu une vraie bataille, une vraie histoire. Un vrai récit nous a été conté ici et ça fait du bien. Alors bien sûr, au-delà de ça, au-delà de ce récit entourant les Céraliens, il y a quand même la loupe qui est posée sur certains personnages. Granola, je l'ai dit, mais il était un petit peu jeune à l'époque, même s'il a eu une part un petit peu funeste à jouer. Mais surtout, c'est autour de Bardock, pourquoi pas un petit peu de Leak et de Taro, de Musli, la maman en fait de Granola. Ils l'ont écrit avec un Z, Musli, mais je vais dire Musli, c'est plus simple à dire. Musli qui est aussi un peu à l'instar de Granola, une sorte de mélange de céréales, en tout cas étymologiquement parlant bien sûr. Le focus est aussi mis sur Monaito, parce que le génocide n'était pas que céralien mais il était aussi Namek, pauvre Namek qui arrête pas de goûter. Peu importe où il se trouve dans l'univers, dans la galaxie, dans l'espace et le temps, c'est toujours la même destinée. La passation des Dragon Ball qui lui préexistaient, et il les a donc recueillis, celle de Torombo. Comment tous ces personnages-là vont arriver à se rencontrer, à arriver à cohabiter, voire même à se protéger entre eux, face à une menace que l'on soupçonnait comme étant celle de Freezer à l'époque, mais il y en avait une qui agissait dans l'ombre et qui agissait avec beaucoup de réussite, à savoir celle des hitters. D'ailleurs, je pense vraiment que si un jour nous avons le droit à ce genre de récit adapté en animé, je pense qu'avec les musiques, avec quelques étirements de la part de Toy Animation et tout ça, cela pourrait donner un récit des plus agréables à suivre.
Alors du coup le récit est assez digeste. Bardock va rencontrer en fait les deux derniers survivants céréaliens, Granola et sa maman Muesli, et à partir de cela va se créer un parallèle qui va rappeler des choses à Bardock, et on le voit même à la posture, regardez je vous les mets côte à côte, qui est donnée à la fois à Muesli qui attaque et à Guinée, la femme de Bardock, mère de Kakaroto. C'est quasiment la même posture, mis à part que la céréalienne utilise ses deux doigts pour attaquer. Et en fait, l'attaque que vient de recevoir Bardock est insignifiante. C'est réellement une blessure bénigne. Ce qui l'a marqué ici, c'est de voir une mère en train de protéger ses intérêts, de voir une maman en train de protéger son enfant, ce qu'elle a de plus cher en ce monde. Et c'est ce que Guinée faisait d'une manière ou d'une autre, à sa façon, dans le flashback, même si c'était beaucoup moins important, mais Guinée faisait un rappel à l'ordre à Bardock, en lui disant « Mais depuis combien de temps n'es-tu plus sur cette planète, n'es-tu plus à la maison? Combien de temps m'as-tu laissé seule, en fait, enceinte, devoir accoucher toute seule, etc. S'occuper du nouveau-né, s'occuper, pourquoi pas, de Raditz aussi, que l'on voit devant la maison. » Et d'ailleurs, cela soulève une petite question, parce que lors d'une interview, Akira Toriyama, à l'époque de la promotion de l'épisode of Bardock, vous savez, cet épisode pas canon, donc hors chronologie de Dragon Ball, dans lequel Bardock était devenu Super Saiyan, bien lors de sa promo, Toriyama nous disait que la famille de Bardock, donc Guinée, etc., ne s'était jamais réunie au même endroit, et en particulier ne s'était jamais réunie chez eux à la maison. Pourtant, là, dans ce chapitre, c'est le cas. On a bien Bardock, Guinée, Kakaroto dans l'incubateur, et Raditz dehors. Est-ce que Kakaroto, pas encore conscient, etc., ne compte pas comme une réunion de famille? Je ne sais pas. Bon, ce n'est pas très grave, mais je tenais à vous le signaler, c'est toujours intéressant, des petits faits insolites. Mais en tout cas, le parallèle est là. Une posture similaire, un rôle dans la vie similaire entre Guinée et Muesli, des mères protectrices, et malgré leur faiblesse physique, les deux tiennent tête à Bardock. Bien que cela soit pour des sujets très différents, parce que dans le cas de Muesli, il est une question de vie et de mort, du côté de Guinée, c'est plus pour défendre les intérêts familiaux, pour rappeler Bardock à l'ordre, pour qu'il comprenne qu'il faut un petit peu de part d'humanité malgré tout dans la vie, que laisser sa femme toute seule lorsqu'elle est enceinte, la laisser accoucher, etc., ça se fait pas, et que le gars est tellement absent qu'il ne se rend même pas compte du cycle, en fait, de grossesse et d'accouchement. Il lui dit « Ah, mais ça explique pourquoi ton ventre est devenu plat à nouveau. » Ce n'est pas une bêtise, ce n'est pas une débilité. C'est tout simplement pour dénoter du fait que le mec est tellement irresponsable de par ses responsabilités militaires Saiyan et de plus sous les ordres de Freezer qui les emploie, que la vie de ce mec-là lui empêche d'avoir des émotions normales. Parce qu'il faut aussi replacer quelque chose, et j'ai vu qu'il y a beaucoup d'incompréhension à ce sujet. On a toujours eu l'image des Saiyans qui sont méchants, barbares et conquérants. Et en fait, c'est une vérité, c'est dans leur nature. Même si là, ils le font de manière contrainte sous les ordres de Freezer, de base, ils le faisaient aussi pour leur propre compte. Et Vegeta s'est permis de le redire il n'y a pas si longtemps que ça. Mais on a tendance à bloquer sur un truc, c'est le fait que les Saiyans soient méchants avec les autres, mais qu'ils aient une société, qu'ils soient gentils entre eux, qu'ils soient civilisés entre eux. Et en fait, les deux ne sont pas incompatibles. Et il n'a jamais été dit dans Dragon Ball que les Saiyans étaient méchants entre eux. D'ailleurs, leur peuple n'aurait pas fait long feu si c'était réellement le cas. Alors oui, il y a déjà eu des oppositions, chez le peuple Saiyan de l'univers 7 par exemple. On a eu le récit de Toriyama en interview qui nous parlait de Yamoshi, la bataille entre Yamoshi, le Saiyan au cœur pur, et quelques-uns de ses compagnons contre toute une armée Saiyan au cœur maléfique. Ça, c'était une opposition de l'époque. On a eu aussi, mais ça c'était pas canon, donc allez savoir si c'est réel ou pas, le fameux coup d'état du roi Vegeta. À l'époque où les Saiyans avaient quitté la planète Sadara, qui vivait sur la planète Plante, et que le roi Vegeta avait décidé de fracasser tous les mecs de Plante pour la renommer en Vegeta. Et même si on n'a pas les détails du récit, peut-être, attention que cela avait mené aussi à des batailles internes entre les Saiyans. Je suppose que tous les Saiyans n'étaient pas pour décimer les mecs de la planète Plante qui les accueillaient gentiment. Parce que de base, d'après le récit de l'animé, Saiyan et Plante cohabitaient, et cohabitaient dans une bonne ambiance. Donc quand il s'agit de leur propre intérêt, de perpétuer leur race et de pouvoir vivre sereinement, les Saiyans sont civilisés. Et ils sont donc civilisés entre eux. C'est pour ça que vous voyez Raditz en train de s'amuser avec d'autres Saiyans. Il a aucun intérêt à les détruire. Les Saiyans ont parfaitement intégré le fait que pour la survie de l'espèce, il fallait cohabiter calmement. Mais on pouvait se permettre de très gentiment aller découper toutes les têtes dans la galaxie et dans l'univers. Donc je pense qu'il y a un petit peu ce paradoxe qui peut déranger, mais en fait il n'a jamais été dit le contraire dans Dragon Ball, donc en aucun cas c'est une incohérence. Et c'est donc à cause de ses habitudes militaires, de ses habitudes conquérantes que Bardock, et beaucoup d'autres Saiyans, c'est très sûrement le cas de Leek, de Taro et de tous les autres, passent à côté d'une vie normale en quelque sorte. Et c'est pour cela que Bardock entend et comprend les mots de Guinée et qu'il ne la rejette pas. S'il était si barbare que ça, il aurait mis une claque et ça serait terminé. Mais non, il l'écoute et même presque se soumet à sa parole parce qu'elle a raison, elle a foncièrement raison. Il en sera même touché par le fait de voir son enfant, donc il y a un retour à la réalité de la part de Bardock. Il va dire on va l'appeler Kakaroto.
Et d'ailleurs, la fin de ce flashback, lorsque Guinée est en train de faire un câlin à l'incubateur, est aussi en rapport avec Musli. Regardez, je vous mets encore une fois les deux côte à côte, où l'on voit Musli faire un câlin à son enfant pour le protéger. Et en fait, Bardock se rend compte grâce à son bon sens. Bardock a toujours été un Saiyan qui a beaucoup de bon sens, il a toujours tout compris en matière de géopolitique, que ça soit l'ancien Bardock du TV spécial, que ça soit le nouveau Bardock de Dragon Ball Super Broly, il a toujours compris qu'il y avait un coup fourré par rapport à Freezer. Il a toujours eu un coup d'avance par rapport aux autres. Et même si c'est sûrement trop tard, parce qu'il a déjà ravagé tout le peuple céralien, et je me demande, je vous le dis clairement, pourquoi il s'éveille sur Musli et Granola et pas sur d'autres céraliens auparavant, et je doute malheureusement que la réponse nous soit apportée. C'est probablement une question de posture, comme je l'ai dit jusqu'à présent, qui lui a fortement rappelé Guinée, mais il pose un petit peu plus ses pieds sur terre, et il se dit, bon, je suis en train de faire ce que je détesterais que l'on vienne me faire. Et il a appris avec Guinée que c'était la dernière des choses souhaitables. D'ailleurs, en interview, Akira Toriyama nous disait que émotionnellement, Bardock et Guinée s'élevaient tous les deux, qu'il y avait une osmose, quelque chose se créait entre eux. Dans Dragon Ball Minus, de la main et de la plume d'Akira Toriyama, on y voyait Bardock et Guinée s'échanger quelques mots, et on y comprenait que la part d'humanité de Bardock lui provenait de Guinée, qui lui insufflait un petit peu cela. Cette part de bonté en fait. Et c'était en réalité ce dont les Saiyans ont toujours eu besoin. Si vous regardez la relation par exemple entre Shichi et Goku, si vous regardez la relation même Videl et Gohan, si vous regardez la relation Bulma-Vegeta, ils ont besoin, comme il le disait dans l'animé Dragon Ball Super, à l'époque de l'arc Trunks, de femmes fortes pour pouvoir déteindre un minimum sur eux, et pour pouvoir corriger en fait leurs défauts. D'ailleurs, fait intéressant, mais le Bardock un petit peu jovial, un petit peu souriant, aimant et protecteur de son fils, c'était déjà quelque chose que l'on avait à l'époque lors du TV spécial Bardock avec ce visuel officiel. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà vu, il y tenait donc son petit bébé en couche là qui nous faisait un petit salut et on voyait que Bardock était plus qu'aimant et même était en train de câliner son propre fils. Et c'est bel et bien le Bardock des années 90 que je vous montre là. Donc d'ailleurs tout cela pour dire que je trouve extrêmement futile et débile, j'ose le dire, les oppositions entre l'ancien Bardock et le nouveau. Je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, mais là cette fois-ci, je le dis encore plus haut et fort, et ce chapitre est venu confirmer ce que je pensais qu'il se produirait dans Dragon Ball Super, à savoir que les deux Bardock, l'ancien et le nouveau, ne sont pas à opposer, mais ils se complètent. Le Bardock de l'époque a lui aussi eu une prise de conscience par rapport à son peuple, par rapport à Freezer, par rapport au fait de protéger son fils. Malheureusement, il n'y avait pas Guinée dans l'équation, et je suppose que si elle était dans le scénario de base, on aurait eu quelque chose de très similaire à ce que Toriyama nous propose aujourd'hui. Nous avons des visuels, comme je viens de vous le montrer, qui dévoilaient un Bardock extrêmement aimant et proche de son propre fils, contrairement à ce que le TV spécial pouvait montrer, mais le Bardock d'aujourd'hui, Dragon Ball Super, reste extrêmement sanguinaire. Avant de sauver Musli et Granola, je vous rappelle qu'il était en train de faire King Kong sur une tour céralienne et qu'il venait de déboîter des centaines ou des dizaines, je ne sais pas, de céraliens et de Namek. Dans Dragon Ball Minus, on le voyait en train de déboîter des extraterrestres. Dans Dragon Ball Super Broly, il était dans son vaisseau en train de rentrer d'une mission de conquête sur la planète Vegeta. Alors on ne sait pas, est-ce qu'il est en train de rentrer de céréales ou autre? Bon, ça c'est un petit peu plus compliqué à savoir, mais en tout cas il y a un lien entre les deux. Et le Bardock d'aujourd'hui est tout aussi conquérant que l'ancien, il a tout autant accompli de mauvais actes, sauf que l'on voit un peu plus dans l'intimité ce qu'il est. Et on voit un petit peu plus au fond de lui ce qu'il a pu devenir au fil du temps, grâce à diverses influences, comme notamment celle de Guinée, celle de son fils qui a permis de l'éveiller à quelque chose, la trahison de Freezer qui se dessine de plus en plus, les Hitters qui ne valent pas mieux que Freezer. Donc au final, quand l'on constate petit à petit que le monde dans lequel on évolue est en train de nous planter des milliers de couteaux dans le dos et que notre famille, elle, reste soudée à nous, pourquoi continuer à rester une espèce d'esclave de lèche-bot ou je ne sais quoi qui va continuer d'obéir alors que Bardock pourrait tout simplement protéger ses intérêts, voire même aider à stopper ces massacres qui ne lui sont en rien profitables. Je pense réellement qu'au-delà de ce besoin de protection, Bardock se sent de plus en plus dupé. Quand on se sent escroqué, on a tendance à faire tout l'inverse de ce qu'on faisait jusqu'à présent pour ne plus se sentir dans cette situation-là. Donc il y a pas mal de travail psychologique autour de ce Bardock et d'écriture que j'apprécie beaucoup. Et en plus, petite cerise sur le gâteau, entre l'ancien Bardock et le nouveau, qui pour moi ne sont en fait que un seul et même Bardock, ils sont le même, eh bien je sais que les plus fanatiques de l'ancien Bardock des années 90, qui ne jurent que par lui, ont souvent kiffé l'épisode of Bardock, celui où il devient Super Saiyan dont je vous ai parlé il y a quelques minutes, là où il se bat contre Child. Et pourtant, à l'intérieur de cet épisode-là, je me rappelle très bien que Bardock était extrêmement gentil avec les personnages de la planète Plante. Il a fait preuve réellement d'une bonté sans nom avec eux. On est d'accord ou pas? On a vu le même épisode ou pas? Il les a pas massacrés, il a pas tué tout le monde, il a pas profité d'eux, au contraire, il les a aidés et il les a protégés du mieux qu'il a pu. Tant il aurait pu totalement s'en foutre, partir,
tenter de retrouver sa temporalité, allez savoir. Eh bien non, il s'était pris d'affection pour les personnages de la planète Plante, et pourtant, dans l'épisode of Bardock, Madame Naoshi, qui en avait écrit le scénario, a fait en sorte de nous écrire un Bardock dans la veine et la lignée pure de celui des années 90 et du TV spécial de Toei Animation. Donc je pense vraiment que la facette barbare et la facette émotionnelle sont deux pans indissociables du personnage de Bardock, et que le mettre dans l'une ou l'autre des deux cases ne reviendrait qu'à le caricaturer. Et d'ailleurs, le chapitre 77 de DBS ne manque pas de références pour nous faire comprendre à quel point on veut le relier à son ancienne itération des années 90, en reprenant les hommes de main de Dodoria, qui apparaissent dans ce chapitre-là, je vous l'avais déjà dit lors des spoilers, avec Bardock à un moment qui va dire qu'il ne sait pas trop comment cela s'est réalisé, mais qu'il l'a vu arriver, qu'il a senti que ça arriverait, qu'il en a eu comme une sorte de prémonition. Alors certes, il n'a pas eu de vision, mais malgré tout, c'est très réminiscent de ce que Bardock, avec ses visions des années 90, pouvait faire. Je trouve que ça se ressemble beaucoup. Enfin bon, je trouve vraiment qu'on est en train de s'approcher de la version la plus complète, la plus finement écrite de Bardock avec ce chapitre 77 de Dragon Ball Super, en espérant de tout cœur que les 78 et suivants ne viennent pas gâcher le tableau. À vrai dire, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Du coup, le chapitre va se continuer, se poursuivre et presque se terminer, j'oserais dire, avec cette fameuse rencontre entre Bardock et Monaito qui n'est que dans la continuité de ce que je viens de dire. À partir du moment où il vient de sauver Muesli et Granola, qu'il se rend compte que des choses se trament en fond, qu'il n'est que le pion dans cet échiquier géopolitique, forcément, il ne va pas non plus se mettre à fracasser le crâne d'un Namek. Ces échos du passé résonnent aussi dans le présent, forcément, sur Granola, qui apprend de plus en plus et de mieux en mieux les circonstances du décès de sa maman, du fait que Son Goku n'est autre que la descendance directe de Bardock, qui a tenté du mieux qu'il a pu de sauver Muesli, qui a sauvé Monaito, que Vegeta est un proche de Son Goku, donc pour le moment ça fait l'affaire. Même si pour le moment Granola n'a pris aucune décision, on peut de plus en plus dessiner le fait qu'il va se rapprocher de la Z-Team pour s'allier face aux Hitters qui sont en passe de faire un vœu. Son Goku qui ne connaît rien de son propre père. Son Goku d'ailleurs qui va mentionner son grand-père Son Gohan, et ça c'est des plus intéressants. Certes, ça ne fait pas avancer le scénario, mais au moins les bases de Dragon Ball ne sont pas oubliées, et ça c'est important. Le fait que Vegeta soit capable de dire que Bardock est le nom du père de Son Goku n'a en soi rien d'étrange, étant donné que Vegeta a côtoyé Raditz pendant environ 25 ans de mission commune. Il faisait partie de la même escouade, je préfère le rappeler avec Nappa, et le fait qu'il ne le révèle qu'aujourd'hui, à vrai dire, ne me choque pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais étant donné que Son Goku a toujours été très attaché à son grand-père Son Gohan, que ce sont ses attaches familiales, qu'il n'a jamais ouvertement pour nous spectateurs ou lecteurs parlé de ses parents, même si le thème a été un petit peu abordé dans l'arc Namek lorsque l'on avait Vegeta qui se faisait défoncer et qui pleurait face à Freezer, mais bon ça a été très rapide et c'était pas du tout le contexte pour discuter. Bon en tout cas, face caméra, si je peux le dire ainsi, on n'a jamais eu de besoin émis de la part de Son Goku de connaître ses parents, d'en savoir plus ou quoi que ce soit, donc ça ne me choque pas que hors plan, hors caméra, Goku n'ait jamais posé la question. Vous me direz en zone commentaire si ça vous choque. Je pense que les deux cas auraient pu être possibles, mais en vrai, si Goku était au courant du nom de Bardock, il aurait fallu nous le montrer, pas que ça passe inaperçu donc. Donc je trouve que la solution ici est peut-être la plus cohérente, étant donné que, comme on le dit, vaut mieux tard que jamais. On aurait préféré que la révélation de Bardock, soit le père de Son Goku, soit faite plus tôt dans Dragon Ball, mais en l'état des choses, au mois d'octobre 2021 où ça n'était toujours pas le cas, eh bien c'était peut-être le moment le plus approprié pour se rattraper aux branches, c'est ça que je veux dire. D'ailleurs, je tiens à préciser un point de traduction, parce que Vegeta va dire une phrase, et elle a été mal traduite à certains endroits. Il dit, dans tous les cas, ton bon fond est clairement un trait de famille. Il ne précise pas si ça vient de son père, si ça vient de sa mère ou quoi que ce soit. Et je trouve ça très important, parce qu'il y a pas mal de personnes qui l'ont traduit ou interprété comme Vegeta disant « Oui, ton bon cœur Goku provient directement de Bardock ». Ça n'a pas été dit ainsi. Et je trouve que la phrase de Vegeta est plutôt bien écrite, et qu'elle permet de suggérer que le bon fond de Son Goku n'est pas directement hérité de Bardock, mais qu'il est peut-être directement hérité de sa mère Guinée. Et je trouverais cela beaucoup plus cohérent. Si on remet les éléments du puzzle ensemble, je viens de vous dire il y a quelques minutes en arrière que la relation Bardock-Guinée fait en sorte que émotionnellement il y avait quelque chose qui se créait, qui s'élevait. Je vous avais aussi dit que dans le DB-, il était admis que le bon fond de Guinée déteignait en Bardock. Je vous ai aussi dit que de nature, Bardock est conquérant, comme à peu près tous les hommes Saiyans, mais que bon, entre sa femme et certains éléments comme les tromperies plus sa compréhension géopolitique, Bardock s'éveille à certaines choses. Donc, par nature, Bardock n'est pas forcément foncièrement quelqu'un de bon, que ça soit dans Dragon Ball Super ou Dragon Ball Z, peu importe. Par contre, il y a un personnage qui n'a jamais dérogé à la règle, c'est Guinée. Dans Dragon Ball Super, on se rend compte qu'elle a un très bon fond. Dans les interviews, il nous est dit que Guinée avait rejoint Bardock dans les escadrons de combat
mais qu'elle s'était rendue compte qu'elle n'était pas du tout à sa place, qu'elle n'était pas du tout une bonne combattante, qu'elle n'était pas du tout sanguinaire, pas faite pour ça, et qu'elle s'était retirée vers d'autres activités, peu comme vous l'avez vu dans le film Dragon Ball Super Broly, avec des tâches du style boucherie, etc. Donc clairement, s'il y a quelqu'un qui a un très bon fond dans cette famille, et qui peut déteindre sur les autres ou le transmettre génétiquement, à mon sens, c'est Guiné. Et je trouverais ça d'ailleurs parfait. Goku aurait le visage de Bardock, il aurait même ce côté un petit peu héroïque que peut avoir Bardock, badass et classe, mais son bon fond, et ce cœur pur qui fait que depuis tout petit il monte sur le nuage magique, il l'a hérité de Guiné. Et à vrai dire, j'en ai strictement rien à foutre du fait qu'il se soit tapé la tête contre un rocher ou pas. Je sais qu'on est dans un manga et que c'est pas très réaliste, mais en réalité, est-ce que vous connaissez beaucoup de personnages, même dans des mangas, qui se tapent la tête contre un mur et qui deviennent gentils du jour au lendemain. Donc je trouve qu'avoir eu le prétexte de s'être tapé la tête contre un mur ou contre un rocher est intéressant pour masquer en fait la réalité qui se cache dans le lore familial de Son Goku, alias Kakaroto. Et je trouve qu'on est de plus en plus en train de boucler la boucle. Et je trouve qu'on renforce encore plus le parallèle entre Guiné et Musli. D'ailleurs, en parlant de Musli, il y a plus que fort à parier qu'elle soit décédée, parce que j'avais un doute en lisant le résumé. D'ailleurs, encore une fois, même si le résumé que je vous ai proposé était très complet, la lecture du chapitre surclasse largement son résumé. Bref, on comprend que les Eaters arrivent sur la planète maintenant qu'elle a été dévastée, que le travail est fait, ils arrivent un petit peu en tant qu'inspecteurs des travaux finis, pour voir combien de pognon ils vont pouvoir en récupérer. J'ai bien aimé les traits de design des Eaters, on sent qu'ils sont beaucoup plus jeunes, surtout sur Elec, leur chef, mais aussi sur Gas, avec d'ailleurs quelque chose de très intéressant. Gas ne porte pas de collier Ozaru. Ce que j'appelle le collier Ozaru, c'est ce que vous voyez pendre au niveau de la taille de Elec ou par exemple du cou de Maki. Depuis leur première apparition, je vous avais dit que ça ressemblait énormément aux dents des singes Saiyan. Peut-être comme une sorte de trophée, je vous avais parlé de Saiyan Slayer, vous savez, un petit peu comme des chasseurs de Saiyan. Au début, on savait rien du tout de l'arc et je vous avais dit peut-être que dès qu'un Eater a pu tuer un Ozaru, eh bien il porte ce collier-là, qui ne serait pas les dents du type en personne, mais qui serait peut-être reproduite, ou alors au moment où le Ozaru perd sa transformation, vous savez qu'il se détransforme et reprend sa taille rétrécie si vous voulez, et on aurait pu imaginer un truc sanguinaire au moment où il rétrécit et qu'il est en transition entre forme singe et forme humanoïde et qu'il a encore ce dentier-là, il les lui arrache pour en faire un collier qui devient un trophée. Bref, on peut imaginer beaucoup de choses. Eh bien, Gas ne l'a pas. Cela veut bien dire, et ce n'est pas un oubli, il l'a pas sur aucune des pages, cela veut bien dire qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose que l'on acquiert lorsque l'on a ce collier. C'est vraiment un trophée et je pense que ça aurait un lien avec le combat Gas-Bardock qui devrait nous être montré tôt ou tard. Sauf que, il est dit dans le chapitre que le combat Gas-Bardock est à l'avantage de Bardock et que Gas aurait perdu. Et j'ai tendance à remarquer que Elec et Gas parlent de l'échec de Gas uniquement en privé, ou alors un petit peu sur le côté, sans que Maki et Oil ne l'entendent. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu un petit complot entre ces deux frères pour faire croire qu'il avait vaincu Bardock, pour lui donner donc le collier en trophée, alors qu'en fait il s'était fait laminer par ce dernier, pour ne pas perdre la face à Maki et Oil qui eux pourquoi pas avaient réussi à venir à bout d'un Saiyan à l'époque. En tout cas je me demande clairement d'où est-ce qu'il a pu obtenir ce collier là, peut-être que c'est survenu dans une bataille beaucoup plus tard, allez savoir, mais il reste peu de temps avant la destruction de la planète Vegeta, et j'espère que cet élément de fond ne sera pas oublié par les auteurs parce que ça me paraît assez intéressant. En tout cas l'acte final de ce chapitre là sera l'acte final également pour Musli, étant donné que le petit Granola va se réveiller lorsqu'on est dans la scène de nuit dans la forêt. Je trouve que l'ambiance est excellente d'ailleurs. Encore une fois, en animé, ça serait magique. Malheureusement, Granola va faire l'erreur du siècle parce qu'il va crier non pas au loup mais au Saiyan, alors que cette fois-ci le Saiyan est leur allié. Malgré tous les efforts de Monaito pour contenir le petit Granola, le mal sera fait. Les Eaters sont au courant de la supercherie, ce qui va mener à une simulation de scène de la part de Bardock qui fait semblant d'avoir capturé les Céraliens, le Namek et compagnie, pour tenter de montrer patte blanche aux Eaters, mais Elec est loin d'être contre. D'ailleurs, il a dit qu'il veut dominer Freezer et son armée non pas par la force et la puissance brute, mais par la richesse, par les informations, par le savoir, par la ruse, par la tromperie. Donc on peut s'attendre à un type de méchant relativement nouveau dans Dragon Ball, peut-être plus innovant que ne l'était Moro lui-même. Après tout, Moro était un magicien, ça nous avait fait un petit peu fantasmer sur le truc, mais derrière c'était redevenu un monstre de puissance. Est-ce que les Eaters vont le devenir eux aussi par rapport aux vœux de Torombo? Mais ça serait un petit peu étrange que des personnages qui misent sur absolument tout sauf la puissance se mettent au dernier moment à ne vouloir que ça. Bref, on verra, ça sera peut-être le propos étant donné que dans Dragon Ball, que l'on aime ou pas, il y a toujours une élévation des puissances. Parenthèse fermée, Elec n'est absolument pas dupe de ce qu'il se trame autour de Bardock. Bardock je trouve extrêmement classe, forcément comme vous tous je suppose avec sa cape qui lui sert également de capuche. Je pense que ça ferait des figurines et des cartes absolument magnifiques. Et si vous suivez Super Dragon Ball Heroes, cela ne permet forcément que de faire un parallèle avec les événements
passé de Super Dragon Ball Heroes, parce qu'on a déjà eu des Saiyans encapuchés, mais surtout, avec les éléments actuels, nous avons le fameux guerrier sombre, qui a la tête de Son Goku, qui a la voix de Son Goku, qui a des cicatrices, mais pas au même endroit que Bardock. Dans les données du jeu, on se rend compte qu'il est classé au sein et au milieu de tous les Bardock et des versions de Bardock, mais cela vient faire un parallèle de plus à ajouter sur la pile des ressemblances entre Bardock et le guerrier sombre, et je pense qu'il n'y a désormais plus qu'un pas avant que la révélation ne soit faite dans Dragon Ball Heroes. Enfin bon, dans Dragon Ball Super, Elec va prendre les devants, il ne va pas rentrer dans le jeu de Bardock, pourtant il aurait pu le croire en se disant bon c'est un Saiyan, il travaille pour Freezer, il n'a aucune raison de me mentir ici. Elec s'assure de lui-même que le travail est bien fini, et j'apprécie cela. J'apprécie parce que cela permet de fermer des portes dans le scénario, en tout cas de fermer des facilités. Généralement, quand un auteur fait en sorte qu'un personnage secondaire, entre guillemets secondaire, termine une action pour un autre, ça permet de faire en sorte à ce que ce personnage trompe le premier, à ce que ce personnage un peu plus secondaire fasse une erreur. Mais là, non. Le là est donné, si vous voulez, pour la suite de Dragon Ball Super. Elec s'assure par lui-même que les actions sont terminées. Ou alors à la limite, il confie certaines actions à ses frères et sœurs tels que Gas, Maki et Oil, comme on a pu le constater dans le présent avec les actions autour de Granola, en allant voir Zuno, en surveillant le combat Granola Goku, mais aussi dans le passé en envoyant Gas se confronter à Bardock. Malgré tout, je trouve ça très intéressant de voir en Elec un personnage qui considère que si l'on veut bien faire les choses, il faut les faire soi-même. Bon, du coup, cette fin de chapitre va aussi être révélatrice sur certaines questions que l'on pouvait se poser, comme par exemple le niveau de puissance de Gas. Je vous avais dit il y a quelques reviews en arrière que je ne m'attendais pas à ce que le niveau de Gas à l'époque, il y a 40 ans en arrière, soit très élevé, étant donné que lors de leur discussion présente, et non pas il y a 40 ans en arrière, Elec disait qu'aujourd'hui, 40 ans plus tard, il se pourrait que Gas ait atteint le niveau de Freezer. Et on savait que Elec n'était pas au courant du nouveau niveau de Freezer. Il ne savait pas pour le Golden, il ne savait peut-être même pas pour la forme finale qu'il a déployée sur Namek. Donc en gros, il y avait deux options, soit Elec était au courant pour Freezer forme finale, et c'est déjà pas très élevé, et dans le pire des cas, Elec n'était au courant que pour Freezer dans sa première forme, celle dans laquelle il est tout petit, et c'est généralement comme ça qu'il se rend sur les planètes parce que les peuples sont tellement insignifiants qu'il n'a pas besoin de se transformer, et il reste alors sous ses formes de réduction de pouvoir. Et en partant de cela, j'imaginais donc Gas être plus faible que Freezer première forme, et c'est quelque chose qui est en train de s'avérer ici. On voit que Gas arrive à tirer son épingle du jeu lorsque Bardock va attaquer férocement le groupe des Hitters, il va mettre en place une barrière, d'ailleurs j'aime bien, ça permet d'avoir des pouvoirs un petit peu spéciaux, comme quoi il n'y a pas que Moro qui est capable de faire ce genre de choses. Malgré tout, ce que Gas vient de faire, ça reste du niveau de Bardock. Et ensuite, on ne verra pas comment va se terminer le combat face au père de Kakaroto, mais d'après tout ce qui nous a été raconté, ce fut une belle déconvenue pour Gas. Alors est-ce que Bardock a reçu une aide extérieure? Est-ce que Freezer est venu mettre un terme, parce qu'on n'arrête pas de nous teaser le fait que Freezer arriverait à la bataille entre Bardock et Gas, mais qu'en réalité Gas avait le dessus sur Bardock? Tout cela est possible, mais ce que l'on comprend ici, en définitive, c'est que les Hitters sont apeurés de Freezer première forme, donc déjà Gas en était largement inférieur à l'époque. On comprend qu'il y a eu un match entre Gas et Bardock à l'époque, donc même si Gas a été meilleur, je doute qu'il ait one-shoté Bardock. D'ailleurs, quand Bardock rentrera sur la planète Vegeta, il n'aura pas plus de cicatrices qu'habituellement. Sa grosse cicatrice caractéristique au visage, Bardock l'avait déjà, et ce n'est pas Gas qui lui a infligé. Donc même si Gas de l'époque était meilleur que Bardock, franchement, il était dans le niveau Saiyan tiers. Et Saiyan de l'époque, c'est pas un niveau impressionnant aujourd'hui. Donc ouais, je pense que mon analyse sur le niveau de Gas aujourd'hui se confirme. Elec était réellement en train de supposer que Gas a peut-être aujourd'hui dépassé le niveau de Freezer première forme, quelque chose comme ça. S'il y a une progression en matière de combat, et on se doute qu'elle va avoir lieu, on sent arriver le rematch aussi entre Gas face à Son Goku, le porteur du visage, mais aussi pourquoi pas de l'héritage de Bardock. On se rappellera de Goku à la fin de Broly qui a dit « Je m'appelle Son Goku, mais aussi Kakaroto ». Ce match-là va très sûrement avoir lieu, je ne vois pas comment cela ne pourrait pas avoir lieu. Il faudra alors un rehaussement de pouvoir. Et je vois pas mal de personnes crier au scandale sur l'incohérence de puissance à venir, mais j'ai envie de vous dire que rehausser Gas en matière de pouvoir n'est pas plus incohérent que de faire partir Granola de zéro, faire un vœu chez Torombo et devenir le plus puissant de l'univers. Peut-être même que les Hitters vont en apprendre des conséquences du vœu de Granola, parce que Elec est loin d'être bête du tout, au contraire, et il pourrait comprendre que la phrase « le vœu » de Granola était pas mal mais pas suffisant. Même si la puissance n'est pas ce qu'ils recherchent, on voit quand même à la fin du chapitre qu'ils ont les Dragon Ball en tant qu'assurance, c'est ce que dit Elec, qu'ils partent à la recherche de la deuxième, et je trouve ça absolument absurde qu'en 3 ou 4 chapitres ou je ne sais combien, il n'ait toujours pas trouvé 2 putains de Dragon Ball en étant aidé d'un Dragon Radar. Je trouve ça vraiment mais d'un ridicule incroyable.
Il y a vraiment aucun prétexte en plus, hein. On n'a pas un Vegeta qui leur barre la route ou je ne sais pas quoi. Franchement, on trace tout droit, on a Dragon Radar, on a juste à récupérer les Dragon Ball. Elles sont pas cachées, elles sont pas protégées, bon... Ça, j'arrive pas à le gober, mais en tout cas, ils ont la première, ils se dirigent vers la deuxième. Gas n'est sûrement pas au niveau aujourd'hui pour faire face à Granola, à Vegeta, ni à Goku, et si Elec a appris alors des erreurs de Granola, il pourrait formuler un vœu encore meilleur. Comme par exemple, mais des vœux meilleurs il y en a des centaines, demander à ce que Gas devienne le plus puissant de l'univers, mais pour toujours, c'est-à-dire que peu importe le niveau auquel Goku et Vegeta s'élèveront, Gas restera toujours le meilleur. Instantanément, il y aura un boost. C'était ça, un des gros défauts de Granola. Monaito l'en avait prévenu, oui, ça avait prévenu Goku et Vegeta de bien s'entraîner pour devenir plus forts qu'ils ne l'étaient eux-mêmes hier. Et bon, on en avait déjà parlé, c'était loin d'être la seule faille dans le vœu de Granola, mais si les hitters arrivent à combler cela, on pourrait avoir l'adversaire parfait, en quelque sorte, surtout que là, même si Gas n'a pas un niveau exceptionnel, ça reste quand même un combattant. Qui dit combattant, dit un gars qui pourrait mieux se maîtriser que Granola, qui lui n'était qu'un petit chasseur de tête qui partait en mission comme ça, mais c'était plus un espèce de Han Solo à la limite, Granola, que vraiment un pur guerrier. Donc là, ça pourrait aussi être plus intéressant en matière de maîtrise par de Gas, parce que si on fait un vœu pour avoir un nouveau plus puissant de l'univers, déjà ça serait une putain de répétition, mais imaginez si Gas, à l'instar de Granola, à l'instar de Moro, à l'instar de Broly, à l'instar de presque tous les méchants de Dragon Ball Super, n'arrive lui non plus pas à se contrôler, n'arrive pas à se maîtriser. Je pense que de ce point de vue-là, ça serait un fiasco total en matière d'écriture des ennemis de Dragon Ball Super et de leur gestion de la puissance. À quelques exceptions près du type Jiren, et encore Jiren n'était pas méchant, ils ont toujours un problème de maîtrise, ils n'arrivent pas, ils implosent, ils explosent, ils se transforment en je ne sais quoi, ils perdent le contrôle. Bon, il y a toujours un problème, il faut arrêter avec ça, il faut avoir des ennemis qui se contrôlent. Comme on en a eu dans Dragon Ball de tout temps, pourquoi est-ce que cela s'arrêterait dans Dragon Ball étant donné que ça n'apporte rien de bien au scénario? Une fois de temps en temps, je veux bien parce qu'il y a une morale derrière, il y a une leçon à en tirer même pour la jeunesse qui regarderait, à savoir de ne pas être très présomptueux. Ce n'est pas parce que l'on vient d'acquérir une capacité physique ou intellectuelle que l'on est le meilleur du monde, de toujours rester humble, ok. On ne peut pas avoir ce schéma qui se répète tout le temps non plus. Donc voilà, en somme, Maître Échard de Vin, on se retrouve pour moi avec un très bon chapitre ce mois-ci, le chapitre dont on avait réellement besoin, le chapitre qui, à titre personnel, m'a beaucoup soulagé sur beaucoup d'aspects, qui a su clairement me réconforter quant à la qualité globale de l'arc Granola. La qualité de l'arc, je ne pourrai la juger que quand l'arc sera terminé, vous vous en doutez bien forcément. Mais j'espère que ce chapitre-là ne fera pas office de coup de bâton dans l'eau et qu'il aura réellement des suites et qu'il y aura réellement un beau suivi par rapport à ce dernier-là. On en a besoin, on le mérite et Dragon Ball Super le mérite avec de prochains flashbacks, de prochains récits du passé. Peu importe que cela vienne de Monaito, que cela vienne des hitters, que cela vienne de Freezer, que cela vienne d'un personnage encore inconnu. D'ailleurs, dites-moi en un commentaire si vous pensez que Muesli, la mère de Granola, peut toujours être en vie, ou si pour vous c'est quelque chose de totalement erroné. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'il y a aussi une autre interrogation qui est presque en train de devenir un défaut, mais j'attendrai avant de juger le prochain chapitre, et je conclurai ma review sur ça, c'est pourquoi Monaito a-t-il menti à Granola? J'en parle depuis le chapitre précédent, et à ce jour, après lecture du 77, je n'ai pas la réponse à cette question qui est pourtant fondamentale. C'est même pour ça que j'étais parti très loin à vous proposer une théorie en laquelle moi-même je ne croyais pas, de Bardock, le père de Granola. Parce que en étant son père, on comprendrait aisément pourquoi Monaito a menti. Mais là, rien, strictement rien n'empêchait à Monaito de révéler la réalité. Alors je me dis, il doit bien y avoir quelque chose. Et si ce quelque chose était Muesli qui est toujours vivante? Vous me dites dans un commentaire ce que vous en pensez. C'est vrai qu'on l'a vu plus que KO, on l'a vu se faire transpercer d'ailleurs au niveau du cœur, à condition que les Céraliens aient le cœur placé à peu près au même endroit que nous, ça ce n'est pas donné. Mais on n'a pas eu non plus la scène de mort, vous voyez ce que je veux dire? Le moment où elle va lâcher la main de Bardock ou de Monaito, le moment où elle va avoir son dernier souffle. On l'a pas vraiment eu. La dernière fois où on l'a eu, elle était totalement inconsciente, mais Monaito disait qu'il ne pouvait pas la soigner. Pour moi, s'il dit qu'il ne peut pas le soigner, c'est qu'il y a encore un soupçon de vie en elle. Est-ce qu'elle a pu recevoir des soins post-scène avec les hitters et qu'elle est toujours en vie et que pour une raison X ou Y, il lui a été caché ce fait à Granola, donc justifiant le mensonge de Monaito? Vous me direz dans un commentaire si cela vous semble plus honnête que la théorie de Bardock père de Granola. Bon, maintenant place au mot de passe mensuel habituel dans mes reviews, vidéos habituellement longues, et pour voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, on va mettre un mot de passe un petit peu atypique, on va mettre Bardock, il l'a pas mise en cloque. Et je pense que vous aurez tous compris à quoi je fais référence avec ça. Merci vraiment infiniment pour tout, du fond du cœur. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner et activer la cloche des notifications. Vraiment, du fond du cœur, très sincèrement, merci.
Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.